Quand vous dites, Monsieur Guérini, la baisse des charges, en réalité, vous parlez de la baisse des cotisations, donc d'une part du salaire. Je parle de ce qui fait augmenter le salaire net. Ça, je crois que les Français ils le voient très bien. Et oui, et les Français comprennent que le salaire net, ce n'est pas tout leur salaire. Il y a aussi les cotisations, c'est une part de ce qu'on appelle le salaire différé. Non, en bas à droite, les gens savent que c'est pas le salaire. Aussi, attendez, c'est important. Où est-ce qu'ils arrivent sur leur compte en banque? Qui est dans l'entre-deux, entre le brut et le net, finance, des accidents de la vie, etc. Vous savez très bien. Première chose. Deuxième chose, quand vous parlez de la hausse de la prime d'activité, traduisons ce qu'est la prime d'activité. La prime d'activité, c'est la subvention aux contrats précaires et c'est la subvention aux bas salaires. Et ça n'a rien à voir avec la hausse du SMIC. Je suis pour une véritable hausse du SMIC de 15%. Et j'estime qu'elle serait bien en mesure de relancer l'activité. Ensuite, sur la pérennisation du CICE qu'a inventé M. Hollande en baisse de cotisation, qui coûte 40 milliards cette année par an, c'est bien moins efficace et beaucoup plus cher pour créer des emplois, par exemple, que la baisse du temps de travail ou même que les contrats aidés. Vous êtes évertués à supprimer. Un emploi CICE, c'est à peu près 13 contrats aidés en termes de coûts, compte tenu de ce que ça coûte et ce que ça va être créé. Maintenant, sur la fiscalité, je réponds à la question de David Pujadas. Le gros problème aujourd'hui, c'est pas trop d'impôts pour tout le monde. D'ailleurs, si les jaunes ont dit ça. Oui, trop d'impôts, mais pour qui? C'est bien la question qui est posée. Car aujourd'hui, en France, les 0,01% les plus riches ont un taux d'imposition inférieur à 90% de la population. D'accord? Donc le principal problème, c'est bien celui de la répartition de l'effort entre tous. Sur ce point, j'ai une proposition précise à formuler, celle d'une véritable révolution fiscale de 14 tranches d'impôts, qui ne seraient pas confiscatoires, mais qui permettraient de mieux répartir l'effort entre tous. Ça produirait cet effet que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, vous le savez, paieraient moins d'impôts. Voilà ce que nous pourrions faire. Ensuite, avec une tranche à 90%. Monsieur Bayrou, oui, tout au-dessus de, effectivement, 400 000 €. Monsieur Bayrou a posé une question juste sur la question de comment faire pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est vrai que cette affaire, selon les études très sérieuses, c'est 80 à 100 milliards d'évasion et de fraude fiscale. Justement, le chiffre. C'est plus que le budget de l'éducation et de la défense réunis, c'est plus que le déficit dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. J'ai une proposition à formuler là-dessus. Que l'on fasse comme font, c'est pas tous les jours que je vais dire ça, hein, les Américains dans certains États, l'impôt universel. Vous payez la différence entre le fisc du pays où vous êtes atterri et le fisc de là où vous venez. Par conséquent, vous allez même sur la Lune, vous payez la différence. Voilà une solution qui me paraît plus efficace. Bien. Et sur l'ISF, bien sûr qu'il faut le rétablir. Bien sûr. 1 million d'euros redistribués aux 100 Français les plus riches. Pour quel résultat? Monsieur Guérini, votre affaire de redistribuer à ceux qui ont le plus pour que ça ruisselle sur l'économie, ça ne marche pas. Et moi, je suis soucieux de la vraie relance de l'activité de notre pays. Et par exemple, la hausse des salaires et la baisse du temps de travail, c'est plus apte à le faire que vos exonérations fiscales. Bien. Je vais répondre. Adrien Quatennens, si vous ne souhaitez pas réagir là-dessus, je vous propose qu'on avance un peu. Moi, je veux bien réagir là-dessus. Alors, mais brièvement, mais vous êtes le bienvenu. Et Laurent Wauquiez aussi. Non, il l'a dit. Souvent, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est détestable de voir que dans notre pays, il y a 9 millions de pauvres. Et il y a bien un lien de cause à effet sur le fait qu'il y ait des très très riches et des pauvres. Parce que la richesse produite, c'est un stock, et ensuite, c'est la manière dont elle se répartit. Et aujourd'hui, c'est vrai, je ne vais pas dire les patrons, parce que contrairement à la caricature, je ne confonds pas les patrons des grandes sociétés avec l'essentiel des patrons des PME, dont je veux m'occuper notamment de relancer l'activité. Mais aujourd'hui, je pense notamment dans les grandes sociétés que nous avons des dirigeants qui sont au-dessus de nos moyens, je vous le dis franchement, et que souvent ces sommes ne rétribuent d'ailleurs pas toujours de bons résultats, ni un talent particulier, je dois le dire. Et en moyenne, dans le CAC 40, parfois même l'échec. Et en moyenne, aujourd'hui, dans le CAC 40, l'écart des salaires est de 1 à 257. Presque de manière philosophique, je m'interroge. Qu'est-ce qui mérite 257 fois plus, même si c'est normal qu'il y ait des niveaux d'investissement différents. Quelle tâche humaine justifie qu'on gagne 257 fois ce que gagne la personne au SMIC qui va tous les matins conduire ses gosses à l'école, aller travailler? Donc j'ai une proposition à formuler là-dessus aussi. C'est qu'on réduise l'écart des salaires. Vous allez voir que ce n'est pas non plus confiscatoire. Je propose, et nous faisons nôtre à la France Insoumise, la proposition de la Confédération européenne des syndicats de limiter l'écart des salaires au sein d'une même entreprise de 1 à 20. Par conséquent, effectivement, s'ils veulent des dirigeants extrêmement chers, je pense qu'on peut en trouver des plus talentueux et moins chers, eh bien, ils peuvent maintenir ces niveaux de rémunération, mais devant respecter l'écart de 1 à 20, tous les bas salaires vont augmenter. Bien. Je vous prie de croire que ça aussi, ça relancerait très efficacement l'activité du pays. D'abord, David Pujadas, je voudrais dire que je suis stupéfait de votre entrée en la matière, parce que vous avez commencé par nous dire on va parler d'immigration, et vous êtes arrivé, vous m'avez dit on va faire un fait d'actualité, il y a eu récemment Notre-Dame de Paris. Je pensais qu'en parlant d'immigration, vous auriez pu citer un autre fait d'actualité, c'est que dimanche dernier, 800 personnes ont péri au large de la Libye. Et ça, c'est pour le coup un vrai fait d'actualité qui concerne la question de l'immigration. Alors ensuite, j'entends depuis tout à l'heure M. Wauquiez courir derrière Mme Le Pen en disant qu'il y a trop d'immigration. Je vous le dis, M. Wauquiez,
Vous commentez cette question comme si vous commentiez un bulletin météo. C'est-à-dire il y a trop d'immigration comme finalement il y a trop de pluie. Mais jamais vous vous intéressez au fait de savoir pourquoi il y a ces phénomènes migratoires. Je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les mouvements migratoires et les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité. D'abord, je considère que nous avons un devoir d'humanité dans ces situations et que l'Europe est incapable d'organiser correctement les choses. Mais je le dis solennellement à M. Wauquiez, à Mme Le Pen. Le problème, c'est que les migrations aujourd'hui sont forcées. Les gens ne choisissent pas de quitter leur pays. Ils sont contraints de le faire par des conditions. Et le premier problème n'est pas qu'ils arrivent chez nous, c'est qu'ils soient contraints et forcés à partir de chez eux, qu'ils n'en aient pas le choix. Et jamais vous ne parlez des causes et de nos responsabilités. Monsieur Wauquiez, quand on poursuit le libre-échange, comme on le fait, et ces politiques économiques qui déménagent le monde, on ruine parfois les capacités de développement des pays et ensuite on pousse les gens à migrer. De la même manière, on parlera peut-être à une heure comme souvent trop tardive de la soirée du climat. On sait aujourd'hui, le GIEC nous dit que si on n'endigue pas le changement climatique, ce ne sont plus 67 millions de personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui vont être contraintes de partir, mais 250 millions de personnes qui vont ne pas avoir d'autre choix que de quitter leur pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les rejeter à la mer? Non, personne ici le fera. Personne ici le fera. Et ça, le simple fait que nous soyons présents ici ce soir sur ce plateau, et avec les thèmes que nous avons à aborder, constitue une preuve que la dernière élection présidentielle n'a absolument rien réglé des grandes questions qui restent soulevées à cette heure. En France, les 30 plus grandes fortunes possèdent l'équivalent de ce que possède 40% de la population réunie. Le changement climatique est commencé et désormais met en cause la pérennité de la vie humaine sur Terre. Dès lors, je considère que la mobilisation des Gilets jaunes ou les marches pour le climat fonctionnent comme une injonction à tout changer. En cela, le moment que nous vivons, je le crois, est salutaire. Car je pense que tout changer, c'est précisément ce qu'il y a de plus sérieux, de plus urgent et de plus raisonnable à faire. Et la première étape consiste à dire qu'Emmanuel Macron, derrière l'apparence du renouveau, n'est que l'habillage d'un système obsolète, à bout de souffle, avec lequel il faut rompre. Et je crois que la France a toutes les capacités pour ouvrir la voie de cette grande bifurcation. La première étape pourrait être de convoquer une assemblée citoyenne constituante pour refonder la règle commune et passer à la 6e République. Dans un moment comme celui-ci, oui, David Pujadas, on devrait pouvoir voter par l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou par la dissolution de l'Assemblée nationale. En République, le peuple est seul souverain. Et parce qu'il est le seul souverain, dans une telle situation, c'est à lui et à lui seul que devrait revenir le dernier mot.